Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du module de développement de Lightroom. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer un peu tous les boutons, etc. Donc, ce n'est pas réellement comment développer une photo avec Lightroom, mais quels sont les outils qui sont à notre disposition. La première chose, donc, nous avons un onglet ici à gauche, un onglet à droite. Il y a aussi un onglet au-dessus, mais qu'on peut le masquer avec la barre, les différentes barres. Donc moi, souvent, je la masque. Ensuite, on a aussi la liste, la grille de toutes les photos qui sont dans votre répertoire ou dans votre dossier, que vous pouvez masquer également, mais souvent je la laisse pour avoir un aperçu des photos d'à côté. Et donc dans l'onglet de gauche, on a adaptation. Donc là, la photo, vous la voyez entièrement dans votre écran. Si je fais remplissage, la photo occupe toute la partie disponible, mais elle est recoupée à certains endroits, ici un peu au-dessus et un peu en bas. Donc faire attention lors des traitements de ne pas oublier si on emploie remplir, que ça coupe par moment certains bords de l'image. Et encore plus dans des photos en mode portrait. 1.1 vous permet de voir l'image à 100%. Et 3.1 vous permet de voir l'image à 300%. Alors, ensuite, vous avez tous des paramètres prédéfinis. Paramètres prédéfinis que vous pouvez créer. Donc, si vous voyez que pour votre appareil, il faut toujours lui donner 0,03 ou 0,6, une exposition un peu négative, etc. Vous pouvez enregistrer un paramètre prédéfini avec le nom de votre appareil, paramètre que vous pourriez appliquer lors de l'importation à toutes vos photos. Il y a ensuite instantané. Instantané, si vous allez dans développement, nouvel instantané, on va créer un instantané avec les corrections que vous venez de faire. Et si ensuite vous pouvez continuer à modifier l'image. Et si vous n'êtes pas content de vos nouvelles modifications, il vous suffit de recliquer sur instantané et vous revenez à l'ancienne version. Historique, ce sont toutes les actions que vous avez faites avec de développement ou de menu, etc. Donc, et ensuite, on a les collections. Si vous avez créé des collections pour rassembler certaines images, qui par exemple seraient coucher de soleil, etc. Donc voici pour le panneau de gauche. En général, j'avoue que moi je cache souvent le panneau pour avoir un peu plus de place encore à l'écran pour l'image. De toute façon, avec la loupe fait l'agrandissement à 100%. Avec la barre d'espace, vous pouvez vous déplacer dans l'image. Donc si vous enfoncez la barre d'espace de votre clavier, vous voyez qu'il y a une main au lieu de la loupe. Et ça vous permet de vous déplacer dans l'image. Ensuite, vous avez une vue à deux, donc une vue côte à côte, le avant et après. Donc ici, il n'y a pas de grosse différence, vu qu'en fait, il y a juste eu mon exposition à plus 0,18, ce qui ne fait pas une très grosse différence dans les images, mais vous pourriez ouvrir les ombres, descendre les blancs, descendre les hautes lumières, et donc vous voyez votre version avant et votre version après. Donc soit c'est avant, après, ou vous changez de sens. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Division avant et après à gauche dans la photo aussi que vous pouvez choisir. Donc vous avez la partie après dans la même photo que la partie avant. Ou avoir votre avant-après en haut et en bas. Donc moi je travaille assez souvent avec l'image à 100% et de temps en temps nous allons je vais soit agrandir ou je demande la comparaison avec la version initiale.
Et bien souvent, c'est l'avant-après gauche-droite, comme ici. Alors le panneau le plus intéressant, où on va passer plus de temps, c'est évidemment le panneau de droite. Alors dans le panneau de droite, la première chose que l'on voit, c'est un histogramme. L'histogramme que l'on peut cacher. Moi personnellement, je ne le cache jamais. Et où vous pouvez ici définir. Donc vous avez dans la partie gauche de l'histogramme les tons sombres, dans la partie droite de l'histogramme les tons clairs et au milieu les tons moyens. Si vous mettez votre curseur au milieu et que vous modifiez vers la droite, vous voyez que le curseur exposition augmente et inversement, si je vais vers la gauche, le curseur exposition diminue. Donc pour modifier l'exposition d'une photo, soit je bouge le curseur qui est ici, ou soit je vais dans la photo et je les bouge carrément à l'intérieur de cette photo. Si maintenant je ne suis pas content du résultat, il suffit de cliquer 2 fois sur exposition et on revient au neutre. Cette commande de cliquer 2 fois sur exposition est valable pour tous les curseurs que vous voyez ici et température égale. Alors ici vous voyez donc la même chose si vous allez donc dans les tons sombres et que vous déplacez à droite, les ombres sont modifiées. Si vous allez à l'extrémité et que vous bougez, ce sont les noirs que l'on bouge. Et la même chose ici. Ici, vous modifiez les hautes lumières. Et si vous allez à l'extrême droite, vous modifiez les blancs. Ensuite, vous voyez les paramètres qu'on a pris la photo. Ici, on est à donc ISO 100, c'est un 36 mm. On est à la focale 6.3 à l'ouverture et 1 soixantième de seconde pour le temps de pause. Photo d'origine plus aperçu dynamique, ça veut dire qu'on a à la fois la photo d'origine plus un aperçu dynamique. L'aperçu dynamique, comme je l'ai déjà dit, si vous avez un disque dur externe et que vos photos sont sauvées sur le disque dur externe, si vous créez un aperçu dynamique, une copie est générée sur votre disque dur. Cela vous permet, si vous débranchez le disque dur externe, d'avoir une vision de vos photos, de pouvoir les modifier. Et ensuite, quand vous rebranchez votre disque dur externe, les modifications sont appliquées sur la photo d'origine. Nous avons ensuite une barre d'outils. La barre d'outils, qu'est-ce que nous avons dedans? La première chose, c'est un outil recadré. L'outil recadré. Donc, dans Original, nous pouvons choisir quel format de photo nous avons envie. Par exemple, 16 neuvième. Si nous activons le cadenas et si nous allons sur un des coins, le redimensionnement se fait exactement au format 16 neuvième. Le cadenas étant fait. Si le cadenas n'est pas fait et que je fais ceci, je passe en personnalisé vu que je peux modifier, le format n'est pas cadenassé. Donc je vais revenir en 16 neuvième cadenassé. Si j'agrandis, si j'agrandis également la photo, nous avons donc bien un format 16 neuvième qui est gardé et je peux déplacer, monter ou descendre la photo. Nous avons également une commande angle. Si nous cliquons sur l'angle et que nous prenons par exemple ce point-ci et que nous allons jusque ce point-là, nous allons redresser l'image. Ou alors, deuxième solution, c'est de choisir le curseur et de modifier à la main, de faire à la main, de donner l'angle à la main. Je vais refaire ici la commande. Une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur terminer. Alors il faut savoir que si je reviens sur le recadré, le RAW initial est toujours sauvegardé. Donc
vous ne voyez que l'aspect 16/9, mais si par après vous changez d'avis, que vous voulez revenir en 2 tiers, il vous est tout à fait possible de revenir en 2 tiers pour cette image. Donc c'est assez important à dire parce que donc il n'y a pas réellement un rognage de pixels ni une diminution. Donc je vais reprendre mon 16/9. Et je vais cliquer sur... Alors, il ne veut pas. Et je vais cliquer sur Termine. Le deuxième outil est l'outil suppression des défauts. Alors, pour supprimer les défauts, on a une commande qui est afficher le défaut et qui vous permet de diminuer ou d'augmenter, et cela va vous permettre de voir de plus en plus les imperfections. Alors, il faut bien se dire qu'ici, il voit des imperfections. Moi, j'avoue que je n'en vois pas. Donc, si on prend les défauts, on a effectivement, si on regarde bien juste ici, je vais même passer en 3.1. Donc, je vais afficher les défauts à 300%. Et donc, on voit ici sur l'écran qu'il y a bien un défaut. Et si je reviens sur mon écran à 300%, effectivement, il y a un très léger défaut à 300% que vous pouvez voir. Alors, donc, ici je suis à 300%. Donc, en fait, je vais devoir réduire très fort ma taille du pinceau. Et donc, je viens cliquer ici et le programme trouve une zone sans défaut pour remplacer. Alors, lors de la modification, donc vous avez donc affiché les défauts. Donc, soit vous mettez toujours et vous voyez toujours les petits ronds, ou soit vous mettez en auto et c'est seulement si vous passez au-dessus de la zone qu'ils sont affichés. En général, je mets toujours, mais c'est une préférence tout à fait personnelle. Donc je vais revenir à un affichage normal. Et donc on va continuer avec modifier les tons directs. Si je modifie ici la taille, donc la taille, je change le diamètre de ma zone. Contour progressif permet de faire un contour plus ou moins progressif entre la zone que l'on remplace et la nouvelle zone. Et opacité permet également de modifier cette zone. Alors on a deux options qui peuvent être soit corriger, qui c'est l'actif, ou dupliquer. Dupliquer, ça veut dire qu'on prend la zone et on prend cette zone-ci, on la duplique. Correction, en fait, il tient compte des tons qui est associé sur le côté pour faire la correction. Donc, en général, je suis plutôt sur corriger. Une autre méthode pour se servir de l'outil de correction directe, c'est de peindre carrément toute la zone que vous voulez remplacer. Donc, par exemple, ici, mon panneau. Et le programme va essayer de trouver une zone qui ressemble le plus possible. Alors, vous pouvez descendre un tout petit peu votre zone pour que l'eau soit au même niveau, et toujours la même chose, vous pouvez tenir une certaine opacité
ou diminuer l'opacité. Donc si j'abaisse l'opacité, on voit que mon panneau vélo réapparaît. Si je mets l'opacité à 100%, mon panneau vélo diminue. Contour progressif, soit je vais faire des contours très nets entre la zone à remplacer, soit je vais faire des contours plus progressifs. Si maintenant je passe en dupliqué, alors vous voyez la différence, je vais le faire. Corriger, en fait il a tenu compte des ombres un peu plus présentes de ce côté-ci que dans cette partie-ci de l'image pour faire la correction. Si je fais dupliquer, il prend exactement la même zone qu'il vient mettre ici, sans corriger la luminosité. Alors, parfois, on se rend compte qu'il y a encore un petit défaut, et donc à ce moment-là, rien n'empêche de encore repasser une fois le pinceau et de réappliquer une nouvelle correction et de faire terminer. Pour si on a oublié un petit morceau ou quelque chose comme ça. Alors, ce petit morceau, en fait, il venait d'où? Il venait en fait de mon contour progressif. Vu qu'il n'a pas appliqué il n'appliquait pas à 100% sur les bords ma correction. Deuxième outil qu'on va très peu parler ici, c'est la correction des yeux rouges. Bon, étant donné que je n'ai pas de personne et ni d'yeux rouges, c'est comme ça. Je ne sais pas vous le montrer sur cette image. Alors, petite information qui est valable sur tous les panneaux, ce bouton-ci vous permet de désactiver les corrections, de les réactiver, et vous pouvez faire réinitialiser. Faites très attention quand même si vous faites réinitialiser. Si vous avez fait 10 retouches, les 10 retouches sont réinitialisées. Ce n'est pas la dernière. Donc si vous voulez uniquement changer la dernière retouche, là je vous conseille plutôt d'aller dans l'historique et il est là, et de revenir à par exemple à cette correction-ci, parce que si vous faites réinitialiser, vous avez perdu toutes vos corrections. Je refais terminer et je referme ce panneau. Le filtre gradué. Alors le filtre gradué, c'est très simple. Vous prenez une zone et vous descendez. Dans cette partie-ci, c'est appliqué à 100%. Et à partir de ce point-ci, on fait un dégradé dans l'effet. Donc, je vais remonter un peu mon dégradé ici. Vous pouvez jouer sur la température, plus bleu, moins bleu, sur la teinte, plus de cyan, plus de vert. Si ça ne vous plaît pas, toujours la même chose, cliquez deux fois sur la température. Vous pouvez baisser l'exposition, vous pouvez augmenter l'exposition, jouer sur le contraste, les hautes lumières, les ombres, la clarté, etc. Vous pouvez également aller choisir une couleur et mettre une couleur, ce qui va permettre à votre ciel de s'améliorer. Si vous avez un ciel qui est un peu trop blanc, vous pouvez choisir un bleu qui vous convient. En fait, souvent attention dans les ciels de ne pas aller trop vers le magenta, parce que très vite on a un ciel qui est de magenta. Donc je vais plutôt, quand je choisis un bleu, je suis plutôt du côté des cyans que des magentas. Donc voici pour l'outil dégradé. Donc je vais faire initialiser, donc je vais l'enlever. Et je vais prendre maintenant une nouvelle option qui est le filtre radial. Un filtre radial, c'est exactement les mêmes options que le filtre dégradé. Il se comporte à peu près de la même manière. La seule chose, c'est que vous pouvez, comme ici, faire une sorte d'ellipse. Et vous pouvez bouger sur les bords de l'ellipse, plus grand, plus bas. Et par exemple, comme tantôt, je vais aller remettre du bleu dans le ciel. Alors, ce que vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le filtre, en fait, il faut souvent
inverser le masque. Donc ce qui veut dire que soit c'est le il fait enfin la correction s'applique sauf où vous avez mis votre ellipse, ou alors vous inversez le masque et à ce moment-là la correction que vous faites s'applique où vous avez mis l'ellipse. Donc on peut baisser un peu l'exposition, peut-être lui donner un petit peu de teinte pour avoir un ciel un peu plus bleu. Par exemple, aussi dans cette image-ci, je ne l'ai pas fait tantôt, mais si je reprends le suppression des défauts, on peut très bien à ce moment-là venir dans le ciel ici et supprimer l'avion, enfin les traces de l'avion dans le ciel. Dernier outil que nous allons parler, c'est le pinceau. Alors le pinceau, on a exactement aussi les mêmes options que le filtre gradué ou le filtre radial. Mais nous avons en plus une taille, donc nous pouvons augmenter ou diminuer la taille du pinceau. Nous pouvons lui donner un contour progressif ou pas. Et nous pouvons donner un débit. Alors qu'est-ce que c'est un débit? Alors je vais le mettre à 10% et je vais mettre l'exposition très fort. Donc si je fais un débit à 10%, voilà ce que ça donne. Si je mets un débit à 100% et que je refais une ligne au-dessus, voilà la différence. Donc je vais faire réinitialiser. Donc le débit, c'est la force avec laquelle vos corrections vont s'appliquer sur l'image. Et on a une option ici qui est masquage automatique. Alors qu'est-ce que c'est masquage automatique? Masquage automatique, si oui par exemple vous venez peindre le ciel ici, il essaye de ne pas prendre les ailes ni le toit du moulin dans votre correction en essayant de respecter les bords. Il ne faut pas quand même s'attendre à des miracles, Et de cette option, donc souvent on est tenté de ne pas utiliser le masquage automatique parce que deuxième défaut de ce masquage, je vais prendre ceci, je vais sélectionner par exemple ici dans l'eau. Alors moi j'aurais bien aimé qu'il sélectionne tout, même les reflets, mais comme donc si j'applique le masquage automatique, il ne va pas prendre les zones les plus sombres. Tandis qu'ici, comme tantôt on n'avait pas mis l'option masquage, même les arbres qui sont dans l'eau sont affectés. Si j'affiche le masque par exemple, on voit par exemple qu'ici il a essayé de faire un masquage automatique, donc de ne pas prendre les zones les plus sombres dans l'eau. Je vais à nouveau réinitialiser ce réglage. Donc soyons clairs sur le masquage automatique. Le masquage automatique essaye de ne pas prendre par exemple les ailes du moulin, donc une différence de ton où il prend les zones claires mais pas les zones foncées dans l'eau. Si j'enlève le masquage automatique et que je passe avec mon pinceau, que les zones soient claires ou foncées dans l'eau, il les prend toutes. Si vous affichez, ici vous avez un curseur pour afficher les masques pour afficher les masques. Donc si je peins ici, je peux me rendre compte exactement en rouge où j'applique ce masque. Je vais réinitialiser. Dernière chose, je vais en refaire une. Lorsqu'on affiche, donc je ne demande pas l'affichage, vous voyez qu'il y a un petit curseur ici. Vous pouvez décider de le voir ou comme tantôt de le mettre en auto et de ne le voir apparaître que quand vous passez sur l'image. Donc si votre souris n'est pas sur l'image, vous ne voyez pas le curseur, et si votre souris est sur l'image, vous voyez le curseur. Souvent moi je me le mets en automatique.
je vais donc rien ne vous empêche avec une brosse de refaire nouveau, de mettre par exemple ici pour le soleil une deuxième brosse où je vais faire le contraire, c'est-à-dire diminuer très fortement l'exposition, de refaire une nouvelle brosse pour par exemple ici où je ne passe pas l'exposition mais je vais pousser la clarté pour avoir plus de reflets dans l'eau. Je peux traiter le bruit, donc localement on peut appliquer un traitement si j'ai une zone plus bruitée, etc. Et chaque fois vous appliquez sur nouveau et vous appliquez les paramètres que vous avez envie. Donc moi je suis plutôt pour faire de multiples brosses sur une image quand j'en ai besoin que d'utiliser la même brosse, parce que si j'ai mis un réglage un peu trop fort, par exemple ici j'ai mis là un peu trop fort, rien ne m'empêche de recorriger uniquement ma brosse, alors que si mon traitement sur le moulin était, lui était par exemple normal.